Dans l'épisode précédent, nous avons expliqué que pour comprendre pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais la liberté financière, il faut d'abord voir comment les banques multiplient discrètement vos dépôts grâce à un système qui repose entièrement sur la confiance, car sans elle, tout s'effondrerait. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Mais avant cela, laissez Yann expliquer comment il a découvert le moteur caché derrière la banque moderne, le système de réserve fractionnaire. En surface, cela semble simple. Mais en coulisses, il fonctionne comme un immense système mondial de levier caché, un système capable de s'effondrer au moment même où la confiance disparaît. Dans cet épisode, nous allons révéler comment les dépôts du quotidien deviennent un levier colossal, pourquoi les banques centrales l'autorisent, comment cela alimente les cycles d'expansion et de récession, et surtout ce que vous pouvez faire pour tirer parti de ces cycles et vous diriger vers votre ultime liberté financière. Je m'appelle Yann, je suis anglophone, je suis associé chez BFR Consulté qui sponsorise ces vidéos. En 2009, un bon ami à moi a perdu une fortune dans l'immobilier au Royaume-Uni. Il a perdu son emploi et traversait une période de chaos dans sa vie personnelle. Je le connaissais comme quelqu'un de très prudent. Mais parfois, les gens ignorent simplement ce qu'ils ignorent. À cette époque, les entreprises d'investissement immobilier continuaient de faire de la publicité comme si de rien n'était, affirmant que les prix ne feraient qu'augmenter. En même temps, mon ami m'a dit qu'un banquier lui avait confié sur un ton décontracté qu'un krach arrivait en 2007. Dans ces conditions, quelle voie croire? Est-ce celle des sociétés immobilières ou celle du banquier nonchalant? Le krach immobilier britannique a commencé en 2007 et s'est accéléré tout au long de 2008 et 2009, alors que le système financier mondial sombrait dans la crise. Lors de nombreuses discussions, mon ami se répétait sans cesse « Pourquoi n'a-t-il rien vu venir ?» Cette question nous a entraînés tous les deux dans un véritable terrier. En utilisant une approche mastermind, nous avons lu, regardé et reconstitué comment le système fonctionne réellement. C'est là que nous sommes tombés sur le système de réserve fractionnaire bancaire, la réalité selon laquelle les banques ne conservent pas tous les dépôts, mais en prêtent la majorité, tout en gardant seulement une petite fraction en réserve. Soudain, tout avait du sens. La crise du crédit de 2007 n'était pas seulement une histoire de mauvais prêts, c'était une crise de confiance dans un système construit sur la confiance et le levier. Une fois cette confiance ébranlée, même un léger doute pouvait geler tout le mécanisme. C'est exactement ce qui s'est produit en ouvrant la voie à la crise financière mondiale de 2008. En 2012, l'ampleur du risque systémique était devenue indéniable. Aux États-Unis, la dette publique dépassait 14 000 milliards de dollars et les engagements non financés étaient estimés à plus de 113 000 milliards. Mais le danger ne concernait pas seulement l'Amérique. Au Royaume-Uni, la dette du secteur public avait grimpé à environ 1,35 milliard de livres sterling, soit environ 1,55 milliard d'euros, soit environ 81% du PIB de l'époque. Dans la zone euro, le problème était tout aussi sérieux. Mi-2012, la dette publique atteignait environ 90% du PIB. Le système était leviérisé dangereusement, silencieusement, et la plupart des gens ne réalisaient même pas à quel point il était fragile. En voyant cette rupture de confiance entre les banques, même sous l'œil des banques centrales, j'ai décidé d'aller plus loin. Comment l'argent est-il réellement créé et géré, d'une seule banque à un réseau entier? C'est devenu le fondement de ma recherche de protection financière contre un système capable de s'effondrer en un instant.
Un système qui ne profite qu'à une minorité, ceux qui en maîtrisent les rouages et sont proches des leviers de création monétaire, tout en mettant en danger le reste de la population. Bienvenue à nouveau. Voici l'épisode 4 de notre série en 10 parties. L'argent que vous avez en banque ne vous appartient pas. Le levier caché. Si vous avez manqué les épisodes 1 à 3, pas d'inquiétude, les liens sont dans la description, ou s'affichent peut-être à l'écran. Les regarder vous donnera plus de contexte, mais vous pouvez parfaitement suivre cet épisode tel quel. Voici la réalité. Plus ces vidéos reçoivent d'engagement, plus vite nous pouvons sortir le reste de la série. Chaque like, partage et commentaire nous aide à avancer. Et bien sûr, dans chaque épisode, nous révélons l'un des 10 livres essentiels qui ont façonné notre vision de l'indépendance financière. Ce ne sont pas de simples théories, ce sont des cadres utilisés par ceux qui ont réellement construit leur richesse. Dans l'épisode 3, notre recommandation était « Le quadrant du cash flow » de Robert Kiyosaki. Un guide révolutionnaire qui explique pourquoi la plupart des gens travaillent pour l'argent, tandis qu'une minorité fait travailler l'argent pour elle. Il explique le changement de mentalité nécessaire pour passer du statut de salarié ou indépendant à celui d'investisseur ou entrepreneur. Le changement même qui permet d'échapper à une course effrénée et sans issue. Nous révélerons le livre de l'épisode à la fin de cette vidéo. À la fin de la série, vous aurez la liste complète, votre feuille de route personnelle vers les idées les plus actionnables jamais écrites sur l'argent et l'indépendance. Alors abonnez-vous et entrons dans le vif du sujet. Dans l'épisode 1, nous avons exposé le piège monétaire. L'argent dans votre banque ne vous appartient pas réellement. Les banques peuvent refuser des paiements même si votre solde est positif. Dans l'épisode 2, nous avons décortiqué les petites lignes, les clauses cachées qui permettent aux banques d'utiliser votre argent comme le leur. Juridiquement, vous n'êtes pas un client, vous êtes un créancier, quelqu'un qui prête essentiellement son argent à la banque. Le chiffre que vous voyez dans votre application bancaire n'est pas une pile de billets dans un coffre. C'est une promesse de paiement, une dette de la banque envers vous. Lorsque vous déposez de l'argent, vous le prêtez à la banque. Et cette dette, la banque peut l'utiliser pour accorder des prêts, multipliant ainsi votre dépôt à travers tout le système d'une manière que la plupart des gens ne voient jamais. Ce principe est reconnu partout dans le monde. Les dépôts appartiennent à la banque et les clients ne détiennent qu'une créance, pas l'argent lui-même. Mais il n'y a pas que les banques qu'il faut comprendre. L'épisode 3 a montré comment les gouvernements et les régulateurs détiennent une clé de secours cachée pour vos comptes, des pouvoirs juridiques étendus pour geler, limiter ou saisir des fonds dans des circonstances inattendues. Comprendre le moteur derrière votre argent est crucial. Cela révèle où se trouvent les risques réels et où vous pouvez agir pour vous protéger. Dans cet épisode, nous allons montrer exactement comment les banques transforment vos dépôts en un levier gigantesque, un système qui alimente les booms, déclenche les crises et crée des opportunités pour ceux qui le comprennent vraiment. Découvrons cela avec Yann. Il existe un multiplicateur monétaire que vous ne voyez jamais. Lorsque la banque accorde un prêt, elle ne prend pas l'argent d'un autre client. Elle ne déplace pas non plus des fonds depuis son propre coffre. Elle crée plutôt un dépôt correspondant, de l'argent tout neuf, en quelques frappes de clavier. Ce nouveau dépôt est ensuite dépensé et redéposé dans la même banque ou dans une autre et sert à soutenir encore plus de prêts. Le cycle continue dans tout le système bancaire. Les anciens manuels décrivaient ce mécanisme sous le terme de réserve fractionnaire. L'idée que les banques conservaient 10% en réserve et prêtaient les 90% restants. Mais dans les économies modernes, ces exigences de réserve n'existent plus. Les banques ne sont plus contraintes par un ratio de réserve fixe. Elles sont limitées par la réglementation, les exigences de capital, les limites de risque et la qualité de leurs actifs. Pourtant, le résultat est le même.
un prêt peut se propager et se multiplier en de nombreux dépôts à travers l'économie. C'est pour cela que certains experts disent que l'argent est une dette. Chaque livre, sterling, dollar ou euro créé par une banque est la contrepartie de la dette de quelqu'un. Cette monnaie n'existe que parce qu'un prêt a été accordé quelque part dans le système et parce que le système repose sur l'hypothèse que ce prêt sera remboursé. Ce principe s'applique à toute monnaie fiduciaire. La majorité de l'argent que nous utilisons n'est pas du cash physique, c'est du crédit bancaire, des chiffres sur un écran produits chaque fois qu'une banque accorde un prêt. Dans le système financier moderne, la masse monétaire n'est pas imprimée, elle est créée au moment où une banque accorde un prêt. Ainsi, au lieu d'appeler cela un système de réserve fractionnaire, un terme plus précis est système de création de crédit. Pourquoi? Parce que dans les économies modernes, les banques ne sont plus limitées par les réserves. Aux États-Unis, l'exigence de réserve est de 0% depuis mars 2020. Au Royaume-Uni, il n'y a aucune exigence obligatoire pour les banques commerciales et en zone euro, la réserve obligatoire est de 1%. Mais ne limite pas réellement l'activité de prêt. En pratique, la capacité d'une banque à créer de la monnaie en accordant un prêt n'est donc plus contrainte par les réserves. Elle est limitée par les règles de capital, de liquidité et de gestion des risques, pas par la fraction des dépôts qu'elle doit conserver. Souvenez-vous, la masse monétaire n'est pas imprimée. Elle est créée lorsque les banques accordent des prêts à partir de rien. Le problème du système de création de crédit est double. Premier problème, il fonctionne comme un jeu de chaises musicales à haut risque. Il y a toujours moins de chaises que de joueurs, ce qui signifie qu'il n'y a jamais assez de cash disponible si tout le monde essaie de retirer son argent en même temps. Tant que la musique joue, que la confiance est là et que seuls quelques déposants retirent de l'argent, le système fonctionne, l'économie tourne, les entreprises prospèrent et les banques font des profits. Mais si la musique s'arrête brutalement, rumeurs, panique, instabilité, tout le monde se précipite vers une chaise. Le problème, il n'y a pas assez de chaises. La banque ne détient qu'une fraction de ce qu'elle doit ou dans certains cas extrêmes, presque rien. C'est ainsi que se déclenchent les paniques bancaires. Deuxième problème, il n'y a jamais assez d'argent dans le système pour couvrir tous les intérêts générés par les prêts créés à partir de rien. Pour que le système survive, la dette doit constamment augmenter. Sans un flux continu d'emprunts et de prêts, la musique s'arrête et le système s'effondre, car même si la création de crédit est puissante, elle est aussi fragile. La clé est de comprendre ce jeu, comment dépôt, prêts et intérêts interagissent afin de pouvoir naviguer dedans en sécurité et protéger votre patrimoine. La banque fut conçue dans l'iniquité et née dans le péché. Les banquiers possédant la terre. Retirez-leur la terre, mais laissez-leur le pouvoir de créer des dépôts. Et d'un simple coup de plume, ils créeront assez de dépôts pour la racheter à nouveau. Cependant, retirez-leur ce pouvoir, et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront, et elles devraient disparaître, car cela rendrait le monde plus heureux et meilleur. Mais si vous souhaitez rester les esclaves des banquiers et payer le prix de votre propre esclavage, alors laissez les banquiers continuer à créer des dépôts. C'est un rappel brutal. Comprendre l'argent n'est pas optionnel, c'est le fondement même de la liberté. Car une fois que vous comprenez réellement le jeu, comment dépôt, prêt et intérêt fonctionnent, vous cessez d'être une victime inconsciente, un participant passif entraîné par le système, et vous commencez à chercher une issue, comme les membres de notre communauté. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez naviguer ce monde avec plus de sécurité
et prendre des mesures concrètes pour construire, protéger et faire croître votre richesse. Yann poursuit sa réflexion. En réfléchissant au système de réserve fractionnaire, que j'ai décidé d'appeler plutôt système de création de crédit, car cette appellation rend le système plus clair, plus réel et beaucoup moins mystérieux, je crois que c'est l'une des forces les plus puissantes du monde moderne. Pourquoi? Parce que cette force ressemble, à bien des égards, à l'énergie nucléaire, financière, extraordinairement productive, lorsqu'elle est stable, mais dangereusement destructrice lorsqu'elle est mal gérée. D'un côté, elle stimule indéniablement la croissance économique, permet l'accession à la propriété, finance les entreprises et fait tourner l'économie. Mais de l'autre, ce même mécanisme peut contracter le crédit, geler l'activité, paralyser des secteurs en quelques mois et plus tragiquement faire perdre à des gens leur emploi, leur maison, leurs actifs ou leurs moyens de subsistance. Et puisque chaque nouvelle unité monétaire naît comme une dette, le système dépend d'un cycle d'emprunt toujours en expansion, simplement pour survivre. Cela crée une structure où l'économie réelle, travailleurs, familles, petites entreprises, doit continuellement nourrir un monstre, la dette mondiale, qui ne peut jamais être totalement remboursée. C'est l'architecture du levier caché derrière ce que beaucoup vivent comme la course effrénée et sans issue. Cela force les humains à échanger leur énergie de vie contre des livres sterling, des dollars, des euros ou d'autres devises créées comme de la dette, une dette structurellement conçue pour croître plus vite que le revenu produit par la plupart des travailleurs. Ce système financier mondial impose silencieusement quelque chose que la plupart ressentent sans le comprendre vraiment. Pourquoi votre épargne rapporte presque rien, souvent moins que l'inflation? Pendant que votre argent reste sur votre compte, la banque l'utilise pour générer des rendements pour elle-même. Vous recevez une miette, elle prend le levier. C'est pourquoi des voix comme Robert Kiyosaki, Ray Dalio et d'autres experts répètent sans cesse le même avertissement. L'argent sur un compte bancaire peut sembler sûr, mais il n'a jamais été conçu pour faire fructifier votre patrimoine. Et dans des scénarios extrêmes, lorsque la confiance se fissure, vos dépôts peuvent être plus vulnérables que vous ne l'imaginez. Comprendre ce système, ce n'est pas céder à la peur. C'est gagner en clarté. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre avenir financier, au lieu de le confier à un système fondé sur le levier, la dette et une confiance qui peut s'évaporer du jour au lendemain. Mais comme vous le verrez bientôt, lorsque la confiance se brise vraiment, un second danger apparaît, un danger dont presque personne n'entend parler avant qu'il ne soit trop tard. Un danger qui ne vient pas d'une banque qui s'effondre, mais d'une banque qui reste ouverte. Un danger caché dans les lois bancaires modernes. Un danger qui porte un nom, les bank bail-ins ou renflouements bancaires internes. Lorsque les banques ont failli en 2008, les gouvernements sont intervenus avec d'immenses plans de sauvetage financés par les contribuables. Les déposants ont été protégés et les banques ont survécu. Sur le papier, personne n'a perdu ses économies. Mais les critiques ont pointé le prix. Les pertes privées ont été socialisées. La dette publique a explosé. L'inflation a couvé. Cependant, sous la surface, une nouvelle doctrine est née. Une doctrine qui change silencieusement, qui paiera la prochaine fois. Aujourd'hui, beaucoup d'experts affirment « Votre compte bancaire est plus à risque que jamais ». Non pas d'un effondrement, mais d'une destruction de valeur. Dans le prochain épisode, nous allons explorer le fonctionnement des lois modernes de bail-ins ou renflouements internes, pourquoi elles ont été créées et pourquoi les épargnants ordinaires n'ont jamais été aussi exposés. Et maintenant, comme promis, la recommandation de livre de cet épisode, Votre argent ou votre vie, de Vicky Robin et Joe Dominguez. Ce livre pose la question que la plupart des gens évitent. Qu'échangez-vous réellement contre l'argent?
Dans un système où l'argent est créé comme une dette, contrôlé par des institutions et silencieusement érodé par l'inflation, cette question n'a jamais été aussi importante. Le livre propose un programme en 9 étapes pour repenser entièrement votre relation à l'argent. Il vous apprend à suivre vos dépenses, à calculer ce qu'elles vous coûtent réellement en heures de vie et à aligner votre argent sur ce qui apporte vraiment sens et épanouissement. Au cœur du livre se trouve une idée, atteindre le point où vos investissements et non votre travail paient pour votre vie et où vous récupérez votre temps, votre ressource la plus précieuse. Si cet épisode vous a fait reconsidérer ce qu'est vraiment l'argent, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Dans le prochain épisode, nous révélerons des moyens concrets pour sortir de l'illusion de sécurité que le système vous vend.